Mesdames et messieurs, j'ai l'impression que c'est le pic. On arrive au pic. L'acte anti-musulman ou islamophobe, je ne sais pas, mais là, on va peut-être manger pour notre argent. Enfin, Il a frère. fait réagir beaucoup de Français. Et il vous a fait réagir, vous, Jean-Luc Mélenchon, avec une image assez saisissante. On vous voit en larmes dans cette manifestation place de la République. Vous veniez de rencontrer une femme, je crois, qui faisait part de son angoisse, de son inquiétude, de ses peurs par rapport à cette haine anti-musulman. Est-ce que l'islamophobie, alors c'est un terme qui est d'ailleurs contesté par certains, est-ce qu'elle est suffisamment combattue en France, notamment par ce pouvoir en place ? Bon, je suis désolé de m'être donné à voir de cette façon. C'était l'alarme sincère ? On va écouter quand même, quoi. Non, parce que certains ont oui, mais je suis douté accusé de ces images, vous savez. Oui, non, mais... Mais c'est une dinguerie de poser cette question, les mecs. Comme si Mélenchon va te répondre non, c'est pas des larmes sincères. Non, franchement, je suis un bon comédien. Mais il est con, quoi, le journaliste. Mais je suis accusé de tout, quoi que je fasse. Si j'embrasse quelqu'un, c'est qu'en réalité, je voulais le mordre. Si je pleure, c'est qu'en réalité... Non, on parle sérieusement. Je suis... Oui, bouleversé par cette situation. Mais comprenez, je suis un homme de gauche. Je suis né dans une famille chrétienne où on n'acceptait pas le racisme. On n'a pas besoin d'être de gauche pour... Et je suis né au Maghreb. Donc ça me parle peut-être un peu plus, bien plus. Vous savez ce que c'est avec le temps, bien un peu émotif. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est pas la première fois. Tout ce qui concerne la détresse, la peur. Cette femme m'a dit, nous partons avec la peur au ventre. Moi, je pense à mes milliers de petits compatriotes, peut-être aussi à mes neveux et nièces, qui sait. Et je me dis, non, ce pays est à vous. Je vous demande de vous en rappeler. N'acceptez pas de vous faire mettre sur le bord de l'assiette. Sinon, nous allons recommencer une horreur qui a déjà eu lieu une fois. On recommence pas ça. Il est temps d'arrêter et de dire stop. Et donc, tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, doivent se dire, maintenant, ça suffit de montrer du doigt les musulmans, le ministre de l'Intérieur qui termine un discours en disant « à bas le voile ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'imaginez, moi, dans ma pire période anti-calotin, quand j'avais 18 ans, si j'avais dit « ah bah les crucifix », on aurait dit « dis donc, toi, tu vas baisser un ton ». Sur le voile, vous aviez aussi tenu à des propos assez laïques, anti-voile. Non, mais pas assez laïques. Je dis les choses comme elles sont. Je ne comprenais pas pourquoi on se voilait. J'ai regardé, j'ai écouté, tout le monde est accessible à la raison. D'ailleurs, les journalistes qui attrapent Mélenchon parce que oui, il avait une vision plus laïque, bah le mec il le répète à chaque fois, j'ai pris de l'information, j'ai appris des choses, etc. Et j'ai évolué sur la question, c'est normal. D'ailleurs, Enthoven, vous connaissez Enthoven le chat, les mecs? Il a fait un tweet où c'était quoi son tweet? C'est les gens qui parlent d'une islamophobie d'État sont-ils en mesure de citer une seule loi de la République qui s'en prenne aux musulmans? Raphaël Enthoven. D'ailleurs, quand il a fait ce tweet, il y a eu des réponses en question quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est fait ratio, mais il y a eu des réponses par rapport à ça. Rien que la loi de 2004, l'arabe du passé 12 le dit très bien sur mon stream, la loi de 2004 qui interdit les ports de signes religieux à l'école, donc ça vise le voile. Ça vise le voile. Tout récemment, la loi séparatiste qui date de 2020 ou 2021, etc., qui durcit les contrôles sur les associations, les cultes, etc., les écoles indépendantes, les écoles sous contrat, voilà, cherchez le mot. Bah, les gars, ça s'adresse aussi à l'islam, genre. Enfin... Bon, on va mettre de côté le niqab, les mecs, la dissimulation du visage, etc. Laissons ça de côté, quand même. Les termes ostensibles et ostentatoires, ils sont différents. J'ai pas prononcé le mot ostensible. J'ai pas prononcé ce mot aussi? Non? Je sais pas. Puis il y a autre chose aussi, les mecs. Hein. Le climat auquel les musulmans vivent avec des dissolutions d'associations musulmanes. Il y a des fermetures d'écoles. Il y a des écoles qui ne sont plus sous contrat, etc., etc. On a vu avec le lycée Averroès, je sais pas s'il se prononce bien. Bah les gars, excusez-moi, c'est aussi des actes qui peuvent être considérés comme une islamophobie d'État. Donc, excusez-moi, monsieur Enthoven, il y a des exemples. Il y a des exemples, genre il y a littéralement des exemples. Il n'y a pas une loi profondément anti-islam, je pense que ça n'existe pas en France, mais ce climat-là, ça génère une islamophobie d'État, tu vois. C'est comme le racisme systémique, c'est comme la discrimination, c'est des petits indices comme ça, genre. Des indices comme ça qui sont lâchés de part et d'autre. Enthoven, il devrait avoir 0 buzz. Il a combien d'abonnés, ce mec? Raphaël Enthoven. On m'a dit que c'est un homme de gauche. Hein. On m'a dit que c'est un homme de gauche. 283 000 abonnés.
Il a une Jure, audience, nouveau hein. Il a une audience, il est écouté. Après, il est écouté par qui? Je ne sais pas, les gars. Hein. Moi aussi, on m'écoute, hein, Enthoven. Hein, moi aussi. Hein. Merci à Chronim pour le sub. Merci. C'est la même gauche que... putain, comment il s'appelle le mec là de TPMP? Même ça a attrapé sa veste sur mes streams à l'ancienne. Ça a dit que c'est pas un homme de gauche parce qu'il est pote avec Zemmour. Comment il s'appelle? Merde! Ah, j'ai perdu son blaze. Non, pas Guénolé, pas lui. Eric Nolot, voilà, Eric Nolot. C'est la même gauche qu'Eric Nolot peut-être, je ne sais pas les mecs. Hein. Je ne sais pas. Hein. Et l'une de mes amies à qui j'ai posé la question, qui ne porte pas de voile, et à qui je lui ai dit, mais dis donc toi, t'es féministe et tu viens me dire que c'est bien le voile, et tu t'abaisses devant l'homme? Et elle m'a répondu, moi, je m'abaisse devant aucun homme, je m'abaisse devant Dieu. Ben, monsieur Truchot, si vous voulez aller discuter les ordres de Dieu avec quelqu'un qui croit, vous y allez. Moi, j'ai décidé que ça servait à rien. Alors, l'islamophobie est-elle suffisamment reconnue en France? Jean-Luc Mélenchon avait eu ce terme qui avait été controversé. Il avait parlé d'antisémitisme résiduel. Est-ce qu'il y a une islamophobie résiduelle en France? Il y a à mes yeux, il n'y a ni islamophobie résiduelle, ni antisémitisme résiduel en France. Il y a en France un antisémitisme virulent qui est en plus, qui depuis tout ce qui se passe à Gaza... C'est aggravé, c'est aggravé. Je vous donne le mot, je vous donne le mot, monsieur Duhamel. Et il y a évidemment une islamophobie en même temps. Il y a les deux, mais bien sûr. Et le problème, c'est pas simplement le problème... Chacun des deux est un gros problème, hein, que ce soit... Ah, c'est ouf quand même. Hein. Nous, les chrétiens, on est tranquilles pour le moment, les gars, on est tranquilles. Chut. On fait pas de bruit, les mecs, on n'est pas à la télé, il n'y a pas de sujet où il y a marqué une christianophobie résiduelle. On est tranquille. Chut. Tranquille. On va les laisser là, on les laisse tranquilles là, tranquille, on essaye. Chut. Soit l'antisémitisme ou l'islamophobie. Mais au-delà encore de ça, il y a le fait qu'on se retrouve dans une société qui est clivée comme jamais. Jésus. Non pas simplement sur des convictions. Oui, après on est à domicile, les mecs. Je sais évidemment qu'il y a des pays comme ça où les chrétiens, les catholiques, d'autres branches du christianisme, évidemment les gars qui sont persécutés. J'espère sincèrement qu'ils auront une meilleure vie tout simplement quoi. Oui, on joue à domicile, je sais les gars, on joue à domicile, je sais. Fiction idéologique abstraite ou des choix politiques sur la nature même des relations humaines. Et ça, exactement. C'est une situation... C'est la fin d'un peuple et d'une nation, ça. C'est en tout cas le risque majeur. Et je pense que de ce point de vue, chacun doit porter ses responsabilités. Et je voudrais en profiter pour dire quelque chose à Jean-Luc Mélenchon, qui est d'une parfaite courtoisie et avec qui c'est très facile d'échanger dans ces conditions-là, mais que dans la vie quotidienne et dans le combat politique... Salut Dofla, tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Je vais bien et toi? Ça va, tout va bien? Il a très souvent des accents, des outrances, des attaques que lui-même... C'est sûrement ce qu'il va me répondre, mais il est très capable de le faire tout seul. Que lui-même considère comme simplement des réponses au traitement qu'il subit, lui, mais qui, il n'empêche, crée avec ses partenaires potentiels, mais aussi avec les Français qui n'ont pas de convictions particulières, qui ne sont pas ancrés avec celui-ci ou celui-là, mais qui écoutent et entendent. Et je pense que, je vous le dis comme je le pense, hein, je pense que c'est au détriment de votre propre cause, ce qui après tout, moi, ne m'empêche pas de dormir, puisque ça n'est pas la mienne, mais au détriment, je dirais, de l'intérêt de ce que vous essayez de porter. Vous portez des idées, ce ne sont pas les miennes, vous les portez en y réfléchissant et en travaillant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en les exprimant comme vous le faites, moins vos idées d'ailleurs, que les réponses aux critiques que vous subissez, mais aux critiques que vous provoquez ou aux critiques que vous exprimez sur les autres, vous créez un climat qui est un climat à votre détriment. De tension ? À votre détriment, mais également un climat de clivage supplémentaire. Après, c'est pas que Mélenchon, je suis désolé, hein, c'est pas Mélenchon qui crée ce climat, il y a plein d'hommes politiques, on l'a vu hier avec Bruno Retailleau, excusez-moi, il y a des personnes qui critiquent Mélenchon il va pas se coucher, Mélenchon il va répondre. Évidemment que ça va créer du clivage, ça va créer cette tension, mais c'est pas un petit bouffon Mélenchon, il va répondre, il va pas se laisser faire.
Ce genre de questions-là, tu peux exactement poser cette question-là à des Retailleau, à des Bardella, à des Marine Le Pen, à des Roussel aussi, hein. Parce que Roussel aussi, il a sa petite question pour aller tacler Mélenchon, pour donner son avis sur Mélenchon. Donc c'est pas que Mélenchon qui crée la tension en France. C'est trop facile de dire ça. Là, on reprend le Duhamel chiant, les gars. Là, on est de retour. On est de retour dans le Duhamel chiant, putain de merde. Le constat, il est pas bon, quoi. Surtout qu'il est attaqué sur tout ce qu'il dit. Bah ouais, il était attaqué hier sur l'ordre des pros, où t'avais des Goldnadel ou l'ancien communicant de Mélenchon qui l'a trahi, a dit que ouais, les larmes de Mélenchon ne sont pas sincères, il a pleuré pour lui mais pas pour l'autre, je ne sais pas quoi. Ah ça y est, cousin. Ah ça y est. C'est quoi le drapeau derrière? Le drapeau derrière, tu connais pas le big drapeau? Je te laisse faire une photo sur Google. Utilise tes Google Lens. Ça va te le traduire le drapeau, mon gars. Vous êtes aussi un clivant. Oui. Oui, mais Bah, vous l'assumez, ça, c'est une le affaire de... clivage. Pardon? Vous l'assumez d'être clivant, Oui, finalement. bien sûr. C'est une affaire de philosophie politique, de conception de l'échange. Bon, notre société est comme ça. Je ne vous dis pas que c'est toujours été super performant, mais si c'était si contre-performant, on aurait vu à ma place surgir les belles personnes. Madame Hidalgo. C'est quoi clivant? Clivant, c'est qui divise en 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs. Mais ça divise, quoi. À 1,67. Monsieur Jadot, si raisonnable, à peine 4. Ou bien Monsieur Roussel, si fréquentable, puisqu'il est sur tous les plateaux, 2%. Et c'est moi qui fais 22. Pourquoi? Moi, je suis désolé, il a raison. Moi, je suis désolé et je vais rajouter quelque chose. C'est pas normal de donner autant de gaz à des personnes qui font 2%, 4%. Vas-y, le minimum pour participer à la télé, le minimum, je dirais 5%. Faut donner la parole à tout le monde. Je suis bien d'accord, les mecs, hein. Faut donner la parole à tout le monde. Mais quand tu donnes trop la parole à des personnes qui n'ont pas de buzz, c'est trop bizarre. Il y a une volonté de la part des médias d'invisibiliser les candidats qui font beaucoup de pourcents. C'est ça le truc, les gars. C'est ça, là. C'est ça. Ça traduit ça, les gars, littéralement. Ça traduit ça. Attends, t'as dit quoi? Poutou, il aurait jamais parlé, on aurait raté des masterclass. Ah, par contre, les gars, je ne dis pas qu'il faut les invisibiliser. Je n'ai pas dit ça, hein. Ah, j'ai pas dit ça, les mecs. Je dis simplement que quand on les voit 4 fois par semaine à la télévision, alors qu'ils font que 2%, moi, je trouve ça suspect. Voilà, je trouve ça suspect. Roussel, on l'écoute souvent, Roussel, alors qu'il a aucun mandat. D'ailleurs, déjà, inviter des mecs qui n'ont pas de mandat, vas-y, faut donner la parole à tout le monde, mais quand même, faut doser. Mais quand tu vois des Raquel Garrido qui est là 5 fois par semaine, elle a une émission à son nom. Raquel Garrido a une émission à son nom avec le fils de Sarkozy, les mecs. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Pitié. Ça va rebooster sa carrière. Peut-être que plus tard, Raquel Garrido va revenir à la députation ou peut-être se présenter à une mairie, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que c'est une dinguerie quand même de faire ça. C'est une dinguerie, genre. Mélenchon, il n'a pas de mandat. Mais il fait 22%. Je vous ai dit que je donne la parole à tout le monde, les mecs, mais il faut doser. On va pas donner du buzz à un média qui va donner la parole à Raquel Garrido 6 fois par jour. Pitié, les amis, genre. Pitié. Vous allez pas donner du gaz à ce genre de personnage. Robert Ménard, pareil. Robert Ménard, on le voit tout le temps. Je vois plus Robert Ménard que ma propre mère. Le mec, il est plus sur Paris que dans sa propre ville. Vous vous rendez compte? Il est plus présent à Paris qu'à Béziers, par pitié. Oh, on est où là? C'est quoi ça? On va accepter ça maintenant. On va accepter ça, les gars. Par pitié, le chat. Moi, je veux bien qu'on donne la parole à tout le monde, mais wow. I can't. Faut doser quand même. Arrête de me crier dessus. Pardon. Parce que les gens savent qu'un homme politique sans défaut, ça n'existe pas. Damn. Mais des hommes politiques sans conviction, il y en a plein. Donc, ils préfèrent celui qui a des défauts et des convictions que ceux qui n'ont pas de défauts et aucune conviction. Voilà comment les choses se sont faites. C'est une question aussi de sincérité, c'est ce que vous dites, de sincérité. Je plaide pour moi, quoi. Je fais ce que je peux. Parce qu'il y a quelque chose de terrifiant dans ce miroir. Je ne mets pas en cause votre bonne volonté. En plus, c'est... Pardon, monsieur Duhamel, là, je vais le dire aussi courtoisement que je peux aussi, là. C'est très typé, socialement. Vous êtes un homme modéré typé? parce que votre vie vous permet de l'être. Moi, je suis un homme
ce que je suis, parce que la vie m'y a conduit. Et elle m'y a conduit avec une certaine rudesse, dont je retrouve aujourd'hui les traits. Je suis un des enfants perdus de la présence française dans le Maghreb, qui a vécu tout ça, plus le reste. Hein. Et donc, ces choses sont encore présentes en moi, mais c'est très typé socialement. La plupart des gens aiment qu'on comprenne ce que vous dites. Et moi, on comprend ce que je dis. Et nous avons fait le choix, fût-ce au prix du clivage, monsieur Truchot, de rendre les choses... Et après, les gens tranchent, choisissent. Et il est apparu que mon style était plutôt récompensé, si vous voulez bien, parce que vous êtes le meilleur observateur pour ça. Mais monsieur Duhamel, vous connaissez quelqu'un d'autre en politique qui, ayant scissionné du Parti socialiste, à une petite poignée, à l'idée, vous disiez qu'on était deux, réussit en moins de 10 ans à construire un mouvement de la puissance... Alors, en deux mots. Ah ouais, il est en train de flexer là. Il est en train de flexer. Mélenchon, tu flexes, mon gourmand. Oui, mais il y a des timings. Ah bah oui, laissez-le parler, Truchot. Oui, d'accord, mais il y a Guillaume Darret qui vient de s'installer. Guillaume Darret, il a qu'à en prendre son parti. Oui, mais vous n'êtes pas tout seul. Allez-y. En deux mots. Je connais quelqu'un qui était Mitterrand qui a fait plus que ça, puisqu'il est parti de rien pour arriver à prendre un parti et l'Élysée. Oui, qui faisait déjà 12% quand même, le parti en question. Moi, 3%. Il n'a pas rejeté le modèle. Non, mais je veux dire... il a poussé la performance plus loin. Mais je suis un de ses élèves. Donc ça veut dire, Alain, que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027 ? Oh bah oui, non, mais ça... Il ne peut pas ne pas l'être. En tout cas, il fait et il dit tout ce qu'il peut pour que ce soit le cas, en fonction de ses convictions, qui ne sont pas les miennes, que je respecte. Il le répète à chaque... Mais n'ayez pas peur, personne ne va croire que vous êtes mélenchoniste, monsieur. Donc ça veut dire Jean-Luc Mélenchon... Alors ça, je vous parie qu'après le débat, il y aura des gens pour dire « Ah ben, il est oui, quoi, et moi aussi, on va me dire... Tu t'es drôlement modéré, pourquoi tu ne l'as pas affronté ? Et alors, vous serez candidat. Truchot va tomber en catalepsie. Non, mais vous serez candidat en 2027. Il n'y a pas de suspense. Tu vois comment c'est ? Voilà, toujours la question de merde. Hein. Vraiment, là, on est au bistrot. Hein. À la fin des interviews, c'est toujours le petit. Alors, tu seras en 2027, hein ? Tu seras présent en 2027, dis-le. Oui, il voulait pas me croire, monsieur Duhamel. Je lui dis, vous comprenez, monsieur Duhamel, c'est insupportable. Mais attendez, mais je vous ai écouté pendant 3 quarts d'heure. Monsieur, le jour où j'aurai envie vous parlez de programme, vous parlez de volonté. Vous savez quoi ? Je fais partie d'une équipe. Et on verra lucidement. On va bien se foutre de votre gueule avant. Parce qu'à toutes les émissions, vous allez me demander. Alors, on connaît la réponse déjà, de toute façon. Et si un jour, si vous la connaissez, pourquoi vous posez la question ? Pas pour ceux qui nous écoutent. Mais ceux qui nous écoutent, pas forcément dans ce petit jeu politique. Les gens qui nous écoutent, ils sont plus malins que vous. Ils se disent, il ne veut pas le dire. Eh ben non, en effet, je ne veux pas dire ce que je vais faire parce que je ne sais pas, on n'a pas décidé. Merci Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Truchot. Merci Alain Duhamel. Pardon Guillaume, on est en retard. Ah, c'est bon moment, putain. C'est vraiment des goûts de moments, j'aime.